Les vraies voix du foot, 20h-21h, Philippe David. Et tout d'abord, bravo à Maxime Sénac. On a le plaisir d'avoir au micro notre réalisateur pour ce jingle absolument fabuleux. Ça conclut avec Daniel Herrero et ça commence avec l'ancien entraîneur du TFC et consultant Sud Radio pour la Coupe du Monde 2018, Pascal Duprat. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, exactement. Et ben, c'est exactement, parfait. vous avez reconnu tout le monde. Du grand Max. Il y a même du Serge Aurier. Absolument. Alors, c'est pas la partie les guaises, c'est une autre. Vous avez reconnu Maxime Sénac et c'est ce quatuor du mardi soir dans les vraies voix du foot. Salut Guy Carlier. Bonjour à tous. Tu m'as l'air en pleine forme. Ça va très bien, je suis très heureux d'être là. Et toi, tu m'as l'air trop en pleine forme, mais également Emmanuel Bonsoir, Galasso. moi je suis en grande forme, très grande forme. Ouais. C'est l'effet retour de la Ligue des Champions qui vous fait ça ? Notamment, oui, on est excité, bien sûr. C'est l'effet Guy, c'est l'effet Philippe, c'est l'effet Max, c'est l'effet foot quoi. En fait, hein. L'effet vraie voix du foot. Alors au menu de ces vraies voix du foot, on va commencer par parler d'un club historique, les Girondins de Bordeaux. Et c'est un club qu'on aime sur Sud Radio, évidemment. Le club d'Alain Giresse, de Jean Tigana, de Patrick Battiston, de Johan Gourcuff. Il y a eu tellement de grands joueurs en Girondins de Bordeaux. Il y a eu une décision de justice importante aujourd'hui pour l'avenir du club. On va en parler avec Adrien, supporter des Girondins, comme Maxime d'ailleurs, qui est supporter des Girondins. Dans le second module, on va parler de l'arrivée d'Adrien Rabiot, ex-PSG, du côté de la Canebière. Et on va parler, tiens, c'est original, avec un supporter du PSG, Jean-Philippe. C'est une trahison, c'en est pas une. Est-ce que c'est un très bon rapport qualité-prix qui arrive à l'OM ? On en parlera dans la seconde partie. Dans la troisième partie, c'est le retour de la Ligue des Champions. On fera le point des deux matchs en cours. Pour le moment, la Juve mène 3-0 contre le PSV Eindhoven à domicile. Et les Young Boys de Berne sont menés chez eux 2-0 par Aston Villa. On va parler justement du petit poussé de la Ligue des Champions qui ne l'a jamais joué, le Stade brestois. Et on sera avec Romain, supporter de Brest. Et enfin, on aura un invité exceptionnel qui a entraîné le LOSC, qui a entraîné l'OL, qui a entraîné l'OM, qui a entraîné la Roma, Rudy Garcia. Comment ? Et Le Mans. Et Le Mans, absolument. Important, le MUC 72, faut pas l'oublier. Ouais. Oui, le MUC 72, absolument. Et on va parler justement du LOSC, qui est le premier club français à rentrer en lice en Ligue des Champions ce soir, puisque les Dogs se déplacent à Lisbonne du côté du stade José Alvalade, où ils vont rencontrer le Sporting du Portugal. Et pour avoir fait le stade José Alvalade en Ligue des Champions, je peux vous dire qu'il risque d'y avoir de l'ambiance. Allez, c'est tout de suite les vraies voix du sport. Sud Radio, les vraies voix du foot. Et on commence par les Girondins de Bordeaux. Il y a une décision importante qui a été prise par le tribunal de commerce aujourd'hui, Emmanuel. Absolument Philippe, le verdict est tombé dans l'après-midi. Il était évidemment très attendu par les supporters des Girondins et plus globalement par les fans de foot en France, parce que les Girondins ça concerne tout le monde. Alors résultat, y a pas de liquidation. C'est reposé surtout sur ça. C'est déjà une très bonne chose quand même, ça on peut le dire, sinon c'était l'arrêt de mort. Hein. Voilà, c'est une bouffée d'air pur, c'est pas terminé. Il y aura une nouvelle audience qui sera tenue le 29 octobre, donc le tribunal du commerce reste évidemment attentif à l'évolution des Girondins de Bordeaux. Ce qui a vraiment sauvé, il faut quand même le dire, ce qui a sauvé les Girondins, ça s'est fait in extremis dans la journée, c'est l'accord entre les Girondins de Bordeaux et le SBA, SBA qui gère du coup qui est exploitant du stade. Et c'est grâce à ça, à la billetterie et aux revenus que ça générera pour les Girondins, que les Girondins vont pouvoir s'en sortir. 10% des droits. Alors en fait, c'est un petit peu technique. On va essayer d'être clair. 240 000 € vont être versés de SBA aux Girondins de Bordeaux, ce qui va permettre, dans un premier temps, de survivre, parce que là aujourd'hui, le loyer par match est entre 45 et 50 000 € pour les Girondins de Bordeaux. Donc ça va leur permettre d'avoir une bouffée d'air pur, et la billetterie devra compléter cette entrée d'argent pour pouvoir espérer déjà survivre en National 2 et ensuite repartir sur de nouvelles bases. Ils leur prennent un loyer et là ils leur donnent on dirait une prime au naming quoi. Exactement. En fait, le naming, il y a un accord, c'est un peu technique, mais il y a un accord entre la métropole qui est responsable du stade et les Girondins de Bordeaux qui jouent dans ce stade, et il y a un pourcentage qui est reversé entre les deux. Donc les Girondins c'est 10% et ces 10% représentent 240 000 €. Allez, direction la région bordelaise. Bonsoir Adrien, qui partage avec Maxime d'être supporter des Girondins. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Bonsoir, avec plaisir. Alors, est-ce que cette décision du tribunal de commerce, c'est une très bonne nouvelle, et est-ce que c'est un bol d'air ? Alors, c'est un bol d'air, oui. C'est une très bonne nouvelle, oui. Parce que le premier sentiment, c'est quand même que ça signifie que mon club va pas disparaître. Après, c'est pas terminé. J'entendais Emmanuel dire que effectivement, c'est que le premier chapitre.
Maintenant, il va falloir voir si le projet présenté pour ce début de saison en National 2 va permettre une survie financière possible, parce que ça fait 2 ans qu'on nous dit qu'un club comme les Girondins ne peut pas survivre et tenir en Ligue 2. Qu'en est-il 3 divisions en dessous? Vrai sujet. Guy Carlier veut réagir. C'est-à-dire que tu espères une aide financière venant de quel côté? Des pouvoirs publics, de la mairie de Bordeaux, un effort financier de la municipalité. Là, on a vu, Emmanuel nous a expliqué que le stade était probablement ce qui évitait d'ailleurs la liquidation. Donc là, je pense qu'ils ont décidé d'attendre et de voir si ça allait donner quelque chose de positif. C'est-à-dire si vous, les supporters, vous alliez aller au stade et générer des recettes. Mais maintenant, tu attends un effort de la part de qui pour sauver le club? Alors, Adrien? J'ai quand même l'impression que l'effort majeur qu'on pouvait attendre de la municipalité, de la ville, etc. C'était justement l'accord qui a été trouvé aujourd'hui avec le Matmut. Par contre, maintenant, très honnêtement, ce qui va permettre ou non une situation financière pérenne aux Girondins de Bordeaux, ça va être un changement de propriétaire ou l'arrivée d'un investisseur. Je vois pas comment on peut s'en sortir autrement. Là, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, mais j'ai l'impression quand même que Gérard Lopez a fait son temps. J'ai pas envie de baser tout mon argumentaire sur le fait de dire que Lopez est un danger pour le sport. Mais par contre, que clairement, je pense qu'il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait injecter en termes d'argent au club, et que si le club veut repartir sur le devant de la scène, ça devra passer par l'arrivée d'un investisseur, d'un nouvel investisseur au Girondins avec de vrais moyens. Adrien, parce que là, au moment où on se parle, je comprends que ce soit un soulagement pour toi et pour beaucoup de supporters des Girondins, mais il faut rappeler que donc ce qui sauve, c'est en effet la billetterie qui va permettre de faire entrer de l'argent, et Gérard Lopez qui va réinjecter, alors il n'a pas dit la somme précise, mais qui va réinjecter de l'argent. Donc, sachant que, je le reprécise, la période d'observation du tribunal du commerce, elle va s'étendre jusqu'au 30 juillet. Donc, c'est-à-dire que là, c'est ce qu'on appelle un sursis. 30 janvier. Non, 30 moi j'ai lu 30 juillet, c'est jusqu'à la fin de saison. J'ai vu. Ouais, bon, confirmation, fact-checking tout de suite de Max. tout de suite. Donc non, la question c'est qu'aujourd'hui, mine de rien, votre avenir est toujours entre les mains de Gérard Lopez. Comment tu le vis ça? Est-ce que tu te dis, est-ce qu'il peut encore y avoir un changement, ou est-ce que là, au moins jusqu'à un certain temps, vous êtes lié avec Gérard Lopez? En fait, c'est presque, j'allais dire une malédiction, c'est peut-être un peu dur, mais est-ce que tu vois une autre alternative? 31 janvier 2025. Tout dépend s'ils vont se séparer ou pas. C'est ça le problème. Faut trouver un acquéreur. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui ont une vision différente du sujet, parce que d'un côté, on peut dire que il y a 3 saisons, Gérard Lopez nous a sauvés de ce qui arrive aujourd'hui, très clairement. Et il y a 3 saisons également, d'autres ont pensé que le fait d'avoir permis à Gérard Lopez de reprendre les Girondins, c'était signer leur arrêt de mort. Le fait est qu'aujourd'hui, on peut dresser un bilan déjà de ce qui s'est passé avec une descente en Ligue 2 et l'impossibilité de remonter en Ligue 1 derrière. Force est de constater que Gérard Lopez a échoué dans son ambition de restructuration du club, de vouloir repartir sur des finances saines après le passage maudit également de GAPC et de Kinfrit. Très clairement, voilà, enfin, on se retrouve encore pire que dans les pires heures qu'on a connues du club. Clairement, il n'y a pas eu de restructuration. Gérard Lopez a continué à creuser. Il s'est présenté comme ça en arrivant, comme le sauveur des Girondins de Bordeaux, et c'est encore comme ça qu'il se voit aujourd'hui. Et certains continuent à le présenter comme ça. C'est ce qui est dommageable aussi pour le club, parce qu'il y a des luttes internes aussi sur l'avenir du club et l'avenir de Gérard Lopez au club. Et en fait, c'est la limite. Je pense que c'est la limite du football français aujourd'hui. À part quelques rares exceptions, on a l'impression que le football français est à vendre. Tous les clubs potentiellement sont à vendre. Beaucoup ont déjà été rachetés, mais quasiment tous sont à vendre. Et Gérard Lopez, c'est le modèle Bernard Tapie, j'ai envie de dire. C'est qu'il reprend les entreprises ou les clubs quand ils sont au plus bas et qu'ils ont une petite valeur, la faire remonter et revendre. Sauf que là, il remonte personne. Enfin là, quand on voit les Girondins et Boavista, c'est pas franchement le cas. Je dis pas qu'il y arrive, je dis que c'est ça son approche. C'est ça son approche à la base. Simplement, dans ce qui a été présenté aujourd'hui au tribunal, j'imagine que il s'est engagé à, puisqu'on parle notamment de Andy Carroll, enfin, c'est-à-dire
c'est-à-dire d'acquisition de joueurs. Oui. Donc j'imagine, tu disais Emmanuel, qu'il devrait réinvestir, remettre au pot jusqu'en pendant les 3 mois de supervision. Ça fait 3 ans qu'il est très bon pour faire des promesses et rassurer que ce soit la DNCG. D'ailleurs, on pourrait parler de la DNCG parce qu'il y a un vrai sujet autour du rôle qu'elle joue. Et globalement, de surévaluer les joueurs, parce qu'aujourd'hui, la cotation des joueurs, dire j'ai tel joueur qui vaut 20 millions, je vais réussir à le vendre, j'ai 20 millions qui rentrent. Les autres clubs acheteurs, c'est ce qu'on appelle du business. Ils disent t'es gentil, toi t'as besoin d'argent, nous on va pas mettre 20 millions, on va mettre 8 et tu l'acceptes à 8. Donc les 20 que t'as promis, t'en as 8 qui rentrent. Mais donc jusqu'à la prochaine séance au tribunal, c'est lui qui a encore les rênes du club. Ah, tout à fait. Donc c'est lui qui risque de réinjecter. C'est ce qu'il a promis. En tout cas, il aura promis en complément des entrées de la billetterie qui aurait un nouvel apport qui sera porté au capital de sa poche. Adrien, quelle ambiance règne-t-il justement entre les supporters et l'équipe dirigeante? On a vu que les supporters étaient vraiment derrière leurs joueurs en début de saison du côté de Poitiers. Alors là, pour le coup, je vais avoir un regard assez extérieur parce que je suis proche. Je suis pas proche personnellement d'un groupe de supporters ou d'un autre, mais par contre, ce que je vois passer de la part de moi, mes contacts, moi, mes amis, ou même tout simplement comme je viens de le dire, d'un regard de fan en regardant le match tout simplement, c'est que il y a une sorte d'union sacrée qui essaye de se former avec l'annonce de la rétrogradation et du retour au statut amateur de ce club mythique. Donc je pense que voilà, on est tous un peu, en tout cas moi je parle pour moi là pour le coup, mais depuis ce début de saison et même depuis cet été, toutes les annonces qui ont été faites à ce sujet, c'est un état de stupéfaction. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas totalement à réaliser que les Girondins sont en National 2. Pour rebondir sur ce qui s'est dit avant, effectivement, c'est le foot modèle d'aujourd'hui. C'est l'exemple parfait de ce qui peut se passer de pire dans le foot d'aujourd'hui. Et Bordeaux, c'est un peu le sacrifié de ce qui peut arriver, je pense, à n'importe quel club. Et c'est ce que je répète beaucoup autour de moi. Ça nous arrive à nous. C'est pas facile à vivre. Mais c'est peut-être aussi quelque chose qui va permettre de faire prendre conscience de ce que est en train de devenir le foot modèle et le foot business, parce que très clairement, depuis la revente du club de la part d'M6, c'est parti complètement à volo. Ce qui arrive aujourd'hui à Bordeaux, c'est ce qui attend Lyon, c'est ce qui attend Montpellier, c'est ce qui attend Nantes. Beaucoup de clubs peuvent finir dans la même situation que les Girondins de Bordeaux aujourd'hui. Et pour répondre à ta question, Philippe, sur l'ambiance un peu à Bordeaux, il y a 2 ambiances réellement. Il y a 2 salles, 2 ambiances. C'est comme à l'époque du Macumba. À Bordeaux, justement. Il y a les Ultramarines. Oui. Qui sont tous derrière la direction actuelle, avec aucun mot contre Gérard Lopez, rien qui n'est dit contre eux, qui fustigent la direction des Américains à l'époque GACP et la vente d'M6, mais ne dit jamais rien sur Gérard Lopez. Alors il y a des trucs à aller fouiller là-dedans, je vais pas les dire maintenant ni ici parce que j'ai aucune preuve à formuler ici. Et il y a tout le reste, qui veut le départ de Gérard Lopez. On l'a vu encore juste devant le tribunal de commerce de Bordeaux, place de la Bourse, des banderoles, des gens qui ont accueilli l'équipe dirigeante de Bordeaux sous des sifflets. Il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances à Bordeaux aujourd'hui. Guy, un dernier mot que tu voulais dire. Juste, on sait bien, si on parle tant de Bordeaux, c'est que c'est une place forte du foot français. C'est au cœur de tout le monde, même si on n'est pas un des rares clubs français à avoir fait une finale de Coupe d'Europe quand même, en 96. Je suis étonné, il y a des grands noms qui sont passés par là. À part Giresse, on n'entend pas les anciens grands bordelais. En tout cas, Tigana, oui, il y a Dugarry, Zidane, depuis Trésor jusqu'à Lissarassou, Trésor. Oui. Donc, je trouve à une époque à Saint-Étienne, il y avait eu ce regroupement comme ça des anciens, et ça avait donné un élan dans la ville et au club, et je pense que ce serait pas mal pour l'émotion et ce que ça peut générer autour dans le public, que les anciens Bordelais, les grandes gloires bordelaises se réunissent et s'investissent là-dedans. Je suis un peu surpris. Adrien, comment expliquer ce silence, à part Alain Giresse, des grandes stars de Bordeaux, et Dieu sait si Bordeaux a eu des grandes stars? Alors, je pense que il y a aussi là pour le coup, je vais vraiment pas leur jeter la pierre, parce que ce problème dure depuis déjà si longtemps, depuis déjà les 2 saisons passées en Ligue 2, où déjà en Ligue 2 on disait que Bordeaux n'avait rien à faire là, ce qui est vrai.
Mais on les a entendus, on continue à les entendre. Je pense à Christophe Dugarry qui a toujours annoncé que Lopez aux Girondins c'était une catastrophe. Lisa Razou récemment également, depuis l'annonce de la rétrogradation en National 2. Les noms que vous avez cités, moi j'ai entendu des choses. Après, c'est vrai que c'est pas aussi peut-être sur le devant de la scène que ça le devrait. J'espère qu'il y a une mobilisation qui se fait, dont on n'est peut-être pas au courant, ou alors quelque chose qui se prépare. J'espère que le club continuera à vivre, bien sûr. Et je peux pas croire que avec un rayonnement pareil, que des grands noms qui ont un impact fort dans le foot mondial puissent laisser ce club complètement à la dérive. Merci beaucoup, et puis tout le meilleur aux Girondins de Bordeaux, parce que c'est un club historique, c'est un club qu'on aime, c'est un club qui nous a fait rêver dans des soirées européennes. Ouais. Faut quand même s'en souvenir, hein, pour ceux de 7 à 77 ans. Et c'est un grand stade, un stade magnifique, qui a même pas 10 ans, qui a été construit pour l'Euro 2016. 2015, ouais, absolument. Et donc on espère vraiment que les choses vont s'arranger pour les Girondins. Aux supporters. Et l'aventure continue. En cette première soirée de Ligue des Champions, j'aimerais repenser à la saison 2009-2010 où Bordeaux est arrivé en quart de finale de Ligue des Champions, éliminé par Lyon. Éliminé par Lyon sur pour moi quelque chose qui reste un scandale. Adrien, t'es en train de te faire du mal. Oublie tout ça. Attends, Adrien, les Girondins ont fait mieux en Coupe des Champions en 85 demi-finale où ils perdent contre la Juventus. Contre la Juve, oui. Absolument. Exactement. Et ça fait plaisir de se rappeler des souvenirs comme ça. Et j'ai aucun doute que les Girondins. Le foot, c'est cyclique et j'ai aucun doute que les Girondins reviendront un jour sur le devant de la scène. En tout cas, on te le souhaite. En tout cas, c'est une belle histoire à écrire. Oui. Et l'aventure continue, cette fois-ci en public, au Matmut Atlantique, samedi 18h contre Châteaubriand. Voilà. Eh bien, écoutez, tous au stade pour ce match et soutenir les joueurs. Tous au stade. Tout de suite, on va parler de l'arrivée d'Adrien Rabiot du côté de la Canebière. Lui qui a été formé au Paris Saint-Germain. Et on va en parler avec Jean-Philippe, supporter du PSG. Et mon petit doigt me dit qu'entre Guy, Manu et Maxime, on n'est pas tous même moi bien sûr, on n'est pas tous d'accord sur Adrien Rabiot. Allez, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Avec mon bilan prévention, j'ai rendez-vous avec ma santé. Mon bilan prévention, je le fais à certains âges clés de la vie avec un professionnel de santé. Ça me permet de faire le point sur mes habitudes de vie et de bénéficier de conseils personnalisés pour vivre en bonne santé plus longtemps. Pour faire mon bilan prévention, je prends rendez-vous avec un médecin, un pharmacien, une sage-femme ou une infirmière. Renseignez-vous sur monbilanprévention.santé.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement, de l'assurance maladie et de Santé publique France. Écoutez Sud Radio Lyon en DAB+. Sud Radio. Chez Poltrone Sofa, un canapé avec relax électrique, 799 €. Un canapé lit, 799 €. Et un canapé d'angle, 799 €. Devinez les prix avec les poufs coulissants. Venez chez Poltrone Sofa, la collection mémorable est à 799 €. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Si je te dis porte blindée et réseau de serrurier agréé. Point fort fiché, bien sûr. Et pour la rentrée, du 9 au 29 septembre, Point fort fiché reprend ton ancienne porte de maison ou d'appartement jusqu'à 700 €. Voir conditions en magasin et sur fichier-pointfort.com. Point fort fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher. Gros passable. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Philippe David. Et on se retrouve avec Guy Carlier, avec Emmanuel Galasso, avec Maxime Sénat pour parler football dans les vraies voix du foot. Et on était à Bordeaux, on met le cap légèrement au sud-est, direction Marseille avec l'arrivée qu'on peut qualifier de surprise d'Adrien Rabiot, joueur formé au PSG. Vice-champion du monde il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, enfin presque 2 ans, faut-il le rappeler. Et on est avec Jean-Philippe, supporter du PSG. Bonsoir Jean-Philippe. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va? Salut Jean-Philippe. Je me retrouve à la radio, c'est canon. Et t'es accueilli sur Jump, t'es au Vélodrome, hein, t'as vu, hein. Ah bah oui, parce qu'il va jouer à Marseille et pas au PSG. Hein. Alors tiens, on va demander l'avis aux vraies voix. Est-ce que c'est une bonne pioche pour l'OM, l'arrivée d'Adrien Rabiot du côté du stade Vélodrome? Moi, j'aime bien garder les anciens noms des stades. Franchement, j'arrive pas à m'y faire. Et pour moi, un stade, c'est pas une marque. Un stade, c'est un stade. Écoute, moi, je suis très, très satisfait par l'arrivée d'Adrien Rabiot. Je suis pas supporter ni du PSG ni de l'OM, mais je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la Ligue 1.
une Ligue 1, on en a parlé au cours des dernières semaines, qui va pas très bien, que ce soit pour les droits télé, l'exode des grands noms et des talents. Ça fait du bien d'avoir un Adrien Rabiot qui apporte un peu de crédibilité, qui montre qu'elle reste attractive et qui vient renforcer une équipe de l'OM qui était en recherche de ce profil-là et qui, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais je pense qu'elle peut aller concurrencer le PSG comme Monaco. Et gros coup de chapeau à Mehdi Benassia, qui est directeur sportif de l'OM, qui grâce à son réseau, déjà ancien joueur de la Juve, et grâce à son réseau d'anciens agents aussi, il a réussi à approcher la famille Rabiot, qui a été un petit peu gourmande, Véronique Rabiot, la maman d'Adrien, qui est son agence, soit sur la prime de la signature ou sur le salaire. Et voilà, Mehdi Benassia a flairé le coup, a réussi à ramener Adrien Rabiot. Donc chapeau, monsieur Benassia, et très bonne nouvelle pour la Ligue 1. Ton avis, Guy? En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'OM, ça je suis d'accord, c'est évident. Mais je suis pas sûr que ce soit le choix initial de Rabiot. Donc l'attractivité de la Ligue 1, etc., j'ai des grosses réserves là-dessus. J'aimerais bien que ce soit le cas, mais je pense que c'est plutôt un effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'il avait d'autres ambitions. En tout cas, Véronique Rabiot avait d'autres ambitions pour son fils, du côté de la Première Ligue et même peut-être ailleurs, peut-être en Italie. Et ça s'est pas passé parce qu'elle est gourmande, comme dit Emmanuel, comme elle l'avait souhaité, et du coup je ne sais pas s'il y a une histoire de vengeance là-dedans, s'il y a des choses vraiment parce que la séparation a été difficile entre le PSG et Adrien Rabiot, c'est ce qu'on puisse dire. Si à partir du moment où on rentre dans ces valeurs-là de maillot, le gars qui embrasse le maillot, l'écusson après un but, et puis après en sortant du terrain, il dit à son agent, trouve-moi un autre club. Enfin bon, tu sais comment c'est. Mais Rabiot, ça s'est mal passé avec le PSG, et je conçois qu'il puisse éprouver une amertume contre le PSG. De là à dire qu'il se venge, j'irai pas jusque-là, parce que c'est méprisant à l'égard des Marseillais, et je répète, c'est une bonne recrue pour eux, mais si c'est le cas, c'est un peu dommage qu'on en arrive là, qu'il soit à l'OM pour ces raisons-là. C'est certain. Alors maintenant, c'est pas non plus le Big Bang, comme par exemple quand Neymar est arrivé dans le championnat de France. C'est sûr. C'est pas... déjà, c'est pas 223 millions. Rabiot est un bon joueur, un joueur de l'équipe de France. Je l'ai vu faire beaucoup de matchs médiocres, transparents aussi. Il a fait des bons matchs, c'est vrai qu'il a fait une bonne Coupe du Monde 2022, mais 2021, pardon. 2021. Enfin, oui. Non, 2022. Oui, décembre 2022. Décembre 2022. Et mais je suis pas sûr qu'il soit dans le top 10 mondial. Ça, c'est une certitude pour moi. Jean-Philippe, quand on est supporter du PSG, est-ce qu'on prend ça comme une trahison de signer à l'OM? C'est une évidence. C'est une évidence. Après, Mais en même temps, je voudrais retirer le doute de Guy Carrier. Moi, je pense que c'est sûr, il n'a pas eu le choix. Il ne voulait pas aller à Marseille. Je ne pense pas que ce soit calculé. Je pense que notre ami Adrien Rabiot, de toute façon, ça s'est a priori à peu près mal passé avec à peu près tout le monde. Ça se passera mal aussi à l'OM, c'est sûr. Le garçon a prouvé maintes et maintes fois qu'il était inconstant, et il arrive à Marseille parce que la maman, comme l'a dit, alors qu'il l'avait dit, je sais plus qui l'a dit, en gros la maman était trop gourmande. La maman, on la connaît, c'est pas un agent, partout où elle va tout le monde s'en plaint, et je pense que c'est pas forcément une bonne affaire pour Marseille, parce que avoir un Rabiot qui n'avait pas forcément envie d'être là au départ, je pense pas que ce soit la meilleure des choses. Je pense que le facteur X, c'est De Zerbi. Mais De Zerbi qui va peut-être pouvoir le faire rentrer dans le projet. Mais est-ce que c'est pas un bon moyen pour se relancer? Parce qu'en plus, Marseille, c'est un club. Alors, le petit bémol, c'est qu'ils jouent pas la Coupe d'Europe cette saison. Ils en jouent aucune, même pas la Ligue Europa Conférence. Mais est-ce que c'est pas une manière de se relancer en étant très bon déjà de retourner dans l'effectif des Bleus? Parce que quand on voit le niveau de l'équipe de France, il déparerait pas dedans, à mon humble avis. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Est-ce que c'est pas un moyen de se relancer? Et qui dit, dans une saison, s'il y a des très gros clubs qui veulent se l'attacher, Non, mais il pouvait signer n'importe où. Rabiot, il aurait été dans le groupe de Deschamps. À Guignon, il l'aurait signé. Enfin, il aurait. Ouais, Guignon, ça me paraît un peu beaucoup. Non, mais ce que je veux dire, la sélection de Deschamps, c'est une équipe. Exactement. Ouais. Il fait partie du groupe. À partir du moment où il est dans un club, il sera appelé par Didier Deschamps. Par contre, Philippe, moi, je suis en désaccord total avec Guy et Jean-Philippe sur deux choses.
Première chose, je pense que Adrien Rabiot, pour moi, c'est top 20 mondial en termes de milieu de terrain. Je pense que c'est un très bon joueur. Je pense aussi. qu'il a prouvé pas toujours bien utilisé. Pas toujours bien utilisé, mais il a prouvé à la Juve sa polyvalence. Il s'est affiné tactiquement à la Juve, et je trouve qu'il y a un délit de sale gueule. En fait, il y a un délit de sale gueule parce que sa maman fait des sorties médiatiques totalement hasardeuses, et je pense que ça, on est tous d'accord pour le dire. Mais on associe beaucoup trop la maman d'Adrien Rabiot et Adrien Rabiot. Et sur le terrain, et si on s'en tient sur le terrain, je suis désolé. Moi, je trouve qu'il y a une vraie régularité. C'est devenu un des cadres de Didier Deschamps juste avant la Coupe du Monde au Qatar et depuis. Sauf blessure évidemment. Et pour finir, aujourd'hui, je veux dire, qu'est-ce que je veux dire, pardon, en équipe de France qui, en équipe de France qui est au-dessus de Rabiot. Et surtout, je veux dire, si il avait le choix. Quand on regarde l'Euro, pas grand monde. Hein. Quand vous dites qu'il n'avait pas le choix, il a évidemment le choix. Il n'a pas eu les top clubs qu'il voulait, mais il aurait pu partir en Arabie Saoudite parce qu'il y a eu des contacts pour avoir les 10 millions d'euros qu'il voulait. Il les a pas pris. Donc il y a une volonté quand même de rester en Europe, de rester dans ce qui se fait de mieux dans le football européen. Je dis pas que l'OM c'est le top mondial, mais ça reste le football historique auquel il est attaché. Il a 29 ans, il a envie de rester dans ce football. Il a 29 ans, il a encore quelques années devant lui. Hein. Je pense que c'est à son honneur. Faut quand même lui reconnaître ça. Non, moi c'est juste sur le fait que ça puisse apporter de l'attractivité à la Ligue 1, c'est bien pour l'OM. Je suis pas sûr vraiment que la différence de niveau entre Vertou et Rabiot, en tout cas sur l'abnégation et sur l'attachement au club, soit vraiment en faveur de Rabiot. L'avenir nous le dira. Là, on peut pas insulter l'avenir, mais vendre Vertou et prendre Rabiot libre, d'accord. Mais j'imagine que je crois que c'est le deuxième salaire derrière Greenwood, me semble-t-il. Et dire qu'on vend Vertou parce qu'il a un salaire trop élevé, ça me paraît pas être tout à fait juste. Et en tout cas, pour moi, je vois pas très bien un Allemand, un Anglais, un Espagnol se dire je vais regarder la Ligue 1, il y a Rabiot. Oui. Voilà, c'est tout. Jean-Philippe, le mot de la fin. Est-ce que l'OM peut titiller le Paris Saint-Germain cette saison? Parce qu'ils sont qu'à 2 points de... Alors, on est au tout début du championnat. Ils n'ont que 2 points de retard. Ils jouent plutôt pas mal. Et le PSG est quand même un peu en restructuration. Quand même, est-ce que l'OM peut titiller le PSG pour le titre? C'est-à-dire, est-ce que cette année, le PSG va être champion plutôt s'il l'est au mois d'avril-mai plutôt qu'au mois de février-mars? Je pense que Paris sera champion avec 10 points d'avance. Et que... Non, mais je dis pas ça. C'est bien d'être optimiste. Non, mais je dis pas ça en tant que supporter parisien. À un moment, le club est beaucoup plus structuré. Marseille, c'est la nitroglycérine. Il peut se passer n'importe quoi. Les joueurs peuvent se faire cambrioler. Il peut y avoir encore des... Ça arrivait à Di Maria à Paris aussi, donc... Oui, non, c'est vrai. Mais le contexte marseillais, je le trouve pas fait pour des joueurs comme Rabiot. Il est plus instable, oui. Ouais, j'ai du mal avec ça. Par contre, ils ont doublé tous les postes. Donc là, c'est vrai quand même mais les doublures sont pas exceptionnelles. Et puis il y a De Zerbi. Alors pour le coup, ça, je trouve que c'est un plus pour la Ligue 1. Totalement, ouais. Merci beaucoup Jean-Philippe, on le reprendra, il est très bon, comme Adrien, supporter du PSG. Le PSG qui va jouer en Ligue des Champions d'ailleurs contre Gérone. T'as un pronostic pronostic pour le match au parc contre Gérone demain soir? Qui? Moi? Toi Jean-Philippe. Bah oui. Là, très clairement, si on a Dembélé qu'on a ces derniers temps, je pense qu'on peut se faire je pense 3-0 pour Paris. Oui, 3-0 contre un club de la Liga, on est toujours preneur. On prend. Merci beaucoup Jean-Philippe, à très bientôt. Tout de suite, on va mettre cap à l'ouest, le petit pousset de la Ligue des Champions. Il ne l'a jamais joué, c'est le Stade Brestois. On sera en compagnie de Romain, pur breton et supporter de Brest. Le petit pousset. Oui. C'est bien le renard des surfaces. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Philippe David. Et on va maintenant parler de la Ligue des Champions. Alors on vous prévient, dans une petite quinzaine de minutes, on aura un très grand entraîneur français qu'on aime beaucoup. Il a entraîné le LOSC, qui est qualifié en Ligue des Champions. Il a entraîné l'OL, il a entraîné l'OM, il a entraîné la Roma. On donne pas son nom pour le moment, Philippe. Non, on va juste dire l'initiale du prénom, R. Garcia. Non, on risque de le reconnaître. Rudy G. Il a pas écrit Tintin. En faisant le puzzle, on y arrive. Ça, c'est ce qu'on appelle du teasing, Guy. Et on prend la direction de Brest. Salut Romain, supporter des Brestois. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Salut. Alors, Romain, t'as une pression parce que les 2 précédents auditeurs étaient top. Ah oui. Donc on est sur du 8 sur 10.
Donc, peut-être tu peux commencer en chantant le chant des supporters brestois, quelque chose d'original. Alors, nous sommes les petits F, sauvages et fiers de l'être, nos chants résonneront comme le tonnerre de Brest. Bravo. Là, tu démarres sur des bases élevées. Hein. Alors, Brest, pour la première fois en Ligue des Champions, avec une nouvelle formule. Alors, j'explique en 30 secondes la nouvelle formule. Les poules à 4, c'est terminé. Pour après les huitièmes de finale, pas du tout. Maintenant, il y a 24 équipes. À la fin de 8 matchs, les 8 premiers sont en huitième de finale. Ceux qui sont classés de la 9e place à la 24e place s'affrontent en match aller-retour pour un barrage ou un play-off, comme vous voulez, selon qu'on parle français ou franglais, pour ensuite rejoindre en huitième de finale les 8 premiers qualifiés. Et alors, pour gagner la Ligue des Champions, l'an passé, il fallait jouer 13 matchs. Maintenant, il va en falloir, si on n'est pas barragiste, 17, et si on est barragiste, 19. Alors, je vais nous faire le vieux con, vous me passerez l'expression, les amis. À l'époque des Verts, par exemple, il fallait en jouer 9 pour soulever la coupe aux grandes oreilles. Là, il va falloir jouer 2 fois plus. Et on va parler donc du Stade brestois. C'est une divine surprise pour Brest de jouer directement la grande Coupe d'Europe, non? Ah oui, c'est magnifique ce qu'on a vécu la saison passée. Avec un nouveau coach inconnu. Moi, quand Eric Roy est arrivé à Brest, j'étais très sceptique. Je me suis dit, ça y est, on descend. On l'avait bien connu comme joueur, par contre, notamment du côté de l'OM. Hein. Ouais, à Nice, il avait fait du bon travail, quand même, Eric Roy. T'avais pas une bonne image d'Eric Roy avant qu'il arrive, toi? Avant qu'il arrive, non. Ouais. En tant que joueur, oui, c'était un très bon milieu de terrain. Et puis, même ses anciens coéquipiers comme Marc Libra me disaient que sur le terrain, il savait déjà qu'il allait devenir coach parce qu'il était toujours là à replacer ses coéquipiers. Après, malgré sa très courte expérience d'entraîneur à Nice, il a fait 6 mois en tant qu'intermédiaire. Il n'a pas eu de parcours d'entraîneur avant Brest. Donc moi, j'étais très sceptique, hormis son poste de directeur sportif à Lens, à Watford. Ouais. Après, il a eu quand même une grosse traversée du désert avant de terminer à Brest. C'est vrai. Bon, je vais faire le vieux con. Ouais. Moi, j'ai connu son père. Son père était l'avant-centre de Monaco dans les années 60, début des années 60. Serge Roy, il s'appelait. Et c'était un très beau joueur que j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années. J'étais très ému de le voir parce que j'avais mon cahier de foot, tu vois, de l'époque. Ton album Panini de l'époque. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire, mais c'était très émouvant. C'est mon enfance. C'est beau. Ouais. C'est beau. Alors le mercato de Brest, voilà, tu veux faire le point pour Romain, parce que là il y a un début de saison qui est assez, on va dire, compliqué, même si le calendrier est chargé, donc ça peut s'expliquer en partie comme ça. Comment toi tu vis ce début de saison? Il y a eu des départs majeurs, Steve Mounier à Augsbourg, Lilian Brassier à l'OM, Satriano qui est retourné en prêt à l'Inter et qui est à Lens aujourd'hui, Ajor qui arrive, Fèvre, Doumbia, Baldé. Il y a eu pas mal de mouvements avec des cadres qui sont partis et des joueurs, on va dire, à la forme physique et parfois psychologique assez incertaine en termes de confiance. Comment tu vis ce début de saison? Est-ce que tu es inquiet et comment tu te projettes pour la Ligue des Champions, vu que c'est aussi le sujet de ce soir? Pour le début de saison, on va commencer par ça. Je pense que ça nous fait du bien parce qu'on s'est vu un peu plus beau de ce qu'on était. Ouais. Donc ça nous fait redescendre un peu sur terre. Surtout le premier match face à Marseille, 5-1, ça a été très dur. Ensuite sur les départs, donc Lilian Brassier, déjà il avait déjà dit l'année dernière qu'il voulait partir. On lui a demandé de rester une saison de plus parce qu'on sentait quelque chose dans le groupe. Il a fait son boulot. Il est parti pour 10 millions. Plus 1,5 million en prépayant à Marseille. Donc ce qui est plutôt pas mal. Quand on sait que Brest a que 40 millions de budget pour la saison, c'est déjà un quart du budget. Donc ça nous a permis de recruter. Après, justement, sur les arrivées, plusieurs joueurs ont... Camori Doumbia, 4 millions en provenance de Reims. 4 millions, c'est un investissement pour un club comme Brest. Mais voilà, c'est là où je voulais en venir. Mais Camori Doumbia, par exemple, il y a une valeur estimée à 3 millions d'euros. Quand on voit la saison qu'il fait avec Brest, Reims ne veut pas le lâcher à moins de 8 millions d'euros. Ils sont même prêts à mettre Camori Doumbia au placard. Lui qui voulait signer qu'à Brest. Et c'est au dernier moment qu'on dit, finalement, on vous le vend. Et ça a été comme ça pour beaucoup de joueurs sur les arrivées. Par exemple, Edmilson Fernandez, Soumilak Koulibaly de Dortmund, Aïdara qui est en prêt de Dortmund. Il y a pas mal de prêts, finalement. C'est des bons plans. Ouais.
Prêt avec option d'achat, ouais. Ouais. Mais en fait, c'est des joueurs qu'on nous a dit non, ou alors on nous a demandé beaucoup trop. Et quand on voyait que ces joueurs n'étaient pas vendus ou pas prêtés, au dernier moment, on appelait le Stade Brestois pour dire bon, finalement, vous pouvez le prendre, quoi. Ajorc remplace numériquement Mounier, c'est ça ? Oui. Et tu penses quoi du niveau de l'un et de l'autre par rapport à l'autre ? Alors, Ajorc, il sort d'une saison compliquée, beaucoup de blessures en Allemagne. Il a plus beaucoup joué ces derniers mois. Tandis que Mounier était vraiment le pilier d'attaque depuis déjà 3 saisons. C'était vraiment le joueur qui touchait le plus le ballon de la tête en Europe. C'était notre pivot, quoi. Il était vraiment... Après, Ajorc va avoir pas mal de temps à s'acclimater. Là, déjà, il a rempli ses objectifs, donc on a levé l'option d'achat de 3,6 millions, si je dis pas de bêtises. Donc non, je pense... C'est le même gabarit, un grand joueur, fort de la tête... Pour le pivot, c'est parfait. Romain, on va parler de cette Ligue des Champions, parce qu'il y a quand même un sacré groupe pour le Stade Brestois. 3 anciens champions d'Europe à jouer, 2 à domicile, enfin les 3 à domicile, mais 2 Espagnols, le Barça, le Real et le PSV Eindhoven. Et on commence avec 2 duels brestois autrichiens avec Sturm Graz après-demain et Red Bull Salzbourg le 1er octobre. C'est le tour de chauffe, les 2 clubs autrichiens, parce que quand on voit après Bayer Leverkusen, Sparta Prague, Barça, PSV, Shakhtar Donetsk et Real Madrid, c'est quand même du très lourd. Enfin, un tour de chauffe, Philippe, vous êtes sévère avec Sturm Graz, c'est Salzbourg, hein. C'est quand même pas par rapport aux autres, quand même, hein. Par rapport aux autres, c'est 2 salles, 2 ambiances, comme au Macumba de Bordeaux. Oui, mais Sturm Graz joue à la Ligue des Champions chaque saison, donc c'est quand même une équipe expérimentée dans le domaine, quoi. Oui, c'est vrai, mais c'est par rapport à ce qui va se faire après, là, c'est peut-être le moment où il faut prendre des points, non ? Oui. Et puis là, je viens de regarder l'interview de Eric Roy et de Greg Lorenzi. Ils sont plutôt sereins. Brendan Chardonnay, le capitaine aussi, m'a l'air de dégager une ambiance sereine dans le vestiaire. Ils ont pas que la grosse tête. Et Romain, je pense que oui. Vas-y, pardon, excuse-moi, je te laisse finir. Non, je pense que comme on disait tout à l'heure, le début de saison en Ligue 1 nous a bien fait descendre sur terre, donc je pense que mentalement on est prêt, hein. Ouais, Romain, là, ce qui est intéressant, c'est en tant que supporter brestois, c'est une première, la Ligue des Champions pour vous. Comment on l'appréhende ? Est-ce qu'on se dit, bon, mais voilà, c'est un cadeau de la vie, on le prend, on va profiter de chaque match. Voilà, presque jouer le Bayern et le Real, on sait qu'on ne peut, entre guillemets, que perdre. Barça, le Bayern, le Barça, et le Bayer, par contre. Le Bayer Leverkusen et le Barça, c'est un cadeau, on prend ce qu'il y a à prendre, on va profiter. Ou est-ce qu'au fond, mine de rien, quand on est supporter d'un club, on a une petite étincelle qui nous dit on peut peut-être faire quelque chose, et ça rejoint la question de Philippe, si on peut faire quelque chose, c'est plus contre les clubs qui paraissent accessibles. Donc toi, en tant que supporter brestois, comment tu appréhendes cette arrivée en Ligue des Champions pour ton club ? Alors au fond de moi, j'espère une petite qualification à la 16e place, hein, Philippe, si je me trompe pas. Ah bah c'est très bien, oui. Ouais, entre 8 et 24, c'est ça. Entre 8 et 24, entre 8 et 16, ça passe. Alors oui, 24e place, moi ça mérite très bien. Franchement, j'espère de faire comme une saison comme Nantes il y a 2 ans en Europa League, faire de belles choses sans espérer grand chose. Mais oui, après quand j'ai vu le tirage au sort, tout de suite ça m'a fait froid un peu dans le dos. Barça, le Real Leverkusen de Xavi qui est incroyable, même le Shakhtar, le PSV Eindhoven qui a écrasé le championnat des Pays-Bas la saison passée. Non, on est franchement. Pour être réaliste, ça va être très très compliqué. Est-ce que ça va pour pas moi, une petite 24e place, ça serait une saison. Est-ce que ça va pas être d'autant plus compliqué que vous ne pouvez pas jouer donc dans votre stade, que vous allez aller à Guingamp? Emmanuel me disait hors antenne que c'est pas forcément le grand amour entre les supporters des 2 clubs. Est-ce que ça vous pénalise? Vous sentez que ça pénalise un peu le club? Ça nous pénalise, oui et non, parce qu'on aurait voulu que la Ligue des Champions se joue chez nous, mais on nous a fait très vite comprendre que A plus B, ça n'était pas possible. Ensuite, là, oui, par rapport à Guingamp, ça me fait peur, parce que quand je vois des tags qui ont été faits sur le stade, justement, sur les affiches du stade brestois, Brest égale Sida, pardon, mort à très Brest, intelligent, ou des choses, Brest not welcome. J'ai un peu peur de ça parce que la rivalité quand même entre Guingamp et Brest est forte, mais je vois pas pourquoi ça se passerait mal quand je vois la saison 2004-2005, si je me trompe pas, Lille a joué à Lens
ça s'est super bien passé. C'est vrai, bien sûr. Donc moi j'espère que ça va bien se passer. Et puis l'année dernière, Brest a accueilli Concarneau au stade brestois. Voilà, je pense que faut passer outre et puis se partager justement cet événement quand même breton. Parce que la solidarité bretonne, c'est important. Et puis français, parce que c'est vrai, comme tu disais, c'est le petit pousset. Et on a un coup de cœur quoi pour cette équipe, évidemment. Une dernière question, parce que Brest n'a jamais joué la Ligue des Champions, contrairement aux 3 autres clubs français, que ce soit le PSG, que ce soit Monaco, qui ont tous les deux été finalistes de la compétition, ou le LOSC. Tu les vois comment, les clubs français, cette année en Ligue des Champions, Romain ? Eh ben, franchement, avec cette nouvelle formule, je ne sais pas trop. Je suis plus en observation cette saison pour voir comment ça se passe, pour comprendre un peu plus la compétition au fur et à mesure. Mais j'espère que franchement, les grosses écuries françaises comme Paris ou autres comme Lille, oui, pourquoi pas, aillent le plus loin possible. Hein. Moi, si Brest est éliminé, je continuerai à encourager nos équipes françaises en Ligue des Champions. Hein. C'est beau. Ça c'est beau, c'est très bien. Et puis bonne chance au Stade brestois qui jouera du côté du Roudourou. Et on rappelle aux costarmoricains que Brest, c'est des Bretons comme eux, c'est des Français comme nous tous, et que c'est bien de supporter les clubs français. Moi je l'avoue, certains me critiquent, je supporte tous les clubs français en Coupe d'Europe. Et on aime ton côté footique. Mais au rugby, je supporte tous les clubs français de rugby en Coupe d'Europe. Mais ça se décline dans tous les sports, hein. C'est ça qui est beau avec Philippe. Excuse-moi, mais Guingamp, c'est pas très loin du village d'Astérix aussi, si tu regardes la carte. Et il est fort. Allez, dans quelques instants, on va retrouver un entraîneur qui a entraîné le LOSC, qui a entraîné l'OL, qui a entraîné l'OM, qui a entraîné la Roma, des clubs habitués des Coupes d'Europe. C'est Rudy Garcia. Et le Napoli. Bien sûr. Et on va en parler avec lui dans quelques instants du LOSC qui, lui, va affronter qui affronte ce soir, le Sporting du Portugal au stade José Alvalade de Lisbonne. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Un vent de renouveau souffle sur les utilitaires en France. Grâce à son design aérodynamique conçu en soufflerie, nouveau Renault Master E-Tech 100% électrique, assemblé en France, atteint jusqu'à 460 km d'autonomie. Sans oublier une capacité de charge jusqu'à 1625 kg et 2,5 tonnes de remorquage. Existe aussi en motorisation diesel, bien sûr. Découvrez le nouveau Renault Master E-Tech 100% électrique, élu utilitaire de l'année 2025. Données WLTP, selon version, voire professionnel.renault.fr. Sud Radio Bayonne. 103.9. Sud Radio. T'as vu? Pour ses 35 ans, Domino's fait une réduction de 35% sur ses pizzas. 35 ans, 35%, waouh, hyper original. Heureusement que leurs pizzas sont plus que leurs promos. Du 16 au 22 septembre, pour ses 35 ans, Domino's vous offre 35% de réduction sur toutes les pizzas. Domino's. Hors modification, conditions et magasins participants sur dominos.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Chez Carglass, nos clients nous le disent, un impact sur 2, fissure en moins de 3 semaines. Alors, si vous avez un impact, n'attendez pas, venez le faire réparer chez nous. En plus, jusqu'au 4 octobre, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace avant Bosch. Ils sont gratuits. Alors, prenez rendez-vous sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Détail de l'étude et conditions sur carglass.fr. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Philippe David. Retour des vraies voix du foot en cette soirée de retour de Ligue des Champions. On a 2 premiers résultats qui sont tombés, Maxime, pour les 2 premiers matchs. Oui, les 2 premiers résultats avec la victoire de la Juventus Turin sur le PSV Eindhoven 3-1, et ça vient de se terminer. Les Young Boys de Berne qui perdent chez eux contre Aston Villa 3-0. Eh bien écoutez, 2 victoires de 2 anciens champions d'Europe, Aston Villa en 82 et la Juventus de mémoire en 85 et 96. C'est ça, exactement. De mémoire. Tout de suite, on a un invité vraiment de marque. On est très heureux d'avoir Guy. Oui, c'est quelqu'un qu'à titre personnel j'aime beaucoup, mais je pense que vous l'aimez aussi. En tout cas, c'est quelqu'un de très important pour moi dans le foot. Il a fait rêver les gens du Nord, les autres, pas les Lensois, mais les Lillois, en 2011, puisque c'est l'année du doublé. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un gars qui respire le foot. Physiquement, je trouve déjà qu'il a une tête de footeux. Enfin, tu vois. Et
comment dirais-je, il a les valeurs du foot intellectuellement aussi. C'est quelqu'un c'est un Espagnol, c'est un hombre, comme on dit. Tu vois. Et comme on dit dans le Nord. Pour vous donner juste un exemple, je l'ai rencontré vite fait à la télé comme ça. On s'est dit 2 mots et 15 jours plus tard, l'équipe de U9 dans laquelle jouait mon fils était invitée à Lille à l'époque. Donc il y avait un mini-car, il y avait 15 places. Ils ont assisté à la causerie d'avant, enfin la totale. Génial. Grâce à cet homme, Rudy Garcia, qui depuis est mon ami. Bonjour Rudy. Bonsoir Guy. Bonsoir tout le monde. Évidemment Rudy, le premier match, je dirais chronologiquement, des clubs français, c'est Lille. On pouvait pas ne pas penser à toi. On se tutoie dans la vie, je me la pète pas, on s'en fout. Pas de problème, on est entre footeux. Et donc évidemment, on voulait avoir ton avis. D'abord que tu nous dises. Qu'est-ce qui se passe dans un club comme ça, de Ligue 1, au moment où on va démarrer une campagne européenne? Dans quel état d'esprit on est? Comment tu étais avec le LOSC en 2011-2012? La Champions League, c'est la compétition pour les clubs, c'est ce qui se fait de mieux. Je rappelle quand même que Lille est passé par tour préliminaire et barrage pour se qualifier, donc c'est quand même... Un parcours pas simple pour accéder à la Ligue des Champions. Je sais de quoi je parle parce que nous-mêmes, on avait joué Copenhague en barrage de Ligue des Champions avec le LOSC et en match aller-retour et on s'était qualifié pour la plus grande des compétitions des clubs et c'est vraiment un parfum particulier la Champions League. Moi évidemment le LOSC c'est mon club de cœur parce que j'y ai signé mon premier contrat professionnel en tant que footballeur, j'y ai passé 5 ans en tant que footballeur ou 6 ans en tant que footballeur et 5 ans en tant que coach, donc 11 ans de ma vie. Voilà, donc j'ai le LOSC, les gens du Nord dans mon cœur, c'est pour ça que je les suis, que je vais les regarder ce soir. Je suis un peu inquiet ce soir, pas par rapport à la valeur du LOSC, parce que Jonathan David est encore là, parce qu'Angel Gomez revient au milieu de terrain, parce qu'ils ont un Zegrova qui est capable de faire des différences, ils ont un très bon coach qui est Bruno Genesio. Je suis plutôt inquiet parce que le Sporting, c'est une équipe méconnue et qui a gagné son championnat devant Porto et Benfica et son dernier et qui a bien démarré. Donc j'ai hâte de voir cette confrontation. Je fais confiance au LOSC pour se hisser à la hauteur de l'événement, mais attention, c'est vraiment un match difficile ce soir pour le LOSC. Emmanuel. Oui, le Sporting champion en titre et qui reste là, qui a commencé 5 matchs, 5 victoires, donc qui démarre très très fort ce début de saison. Rudy, là, Lille reste sur 3 revers consécutifs. On a vu la sortie d'Olivier Létang musclé dans les vestiaires à la fin du match contre Saint-Etienne. Là, on est à quelques minutes du coup d'envoi. Quand on est coach, comment on lave le cerveau de ces joueurs? Comment on les prépare à passer à autre chose et à rentrer dans une nouvelle compétition? Est-ce qu'il y a une recette miracle? C'est une nouvelle compétition, même si en fait l'une des 3 premières défaites de suite du LOSC, c'était à Prague. Ils ont perdu, mais ils se sont qualifiés pour les phases de poule de la Ligue des Champions. Donc c'était peut-être là effectivement qu'il fallait déjà mettre le doigt sur le problème, sachant qu'on jouait le PSG derrière et que contre le PSG, le LOSC a fait un très bon match, mais a perdu. Le seul problème de ces 3 défaites, c'est la défaite à Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne n'était pas dans une bonne période. Voilà pourquoi, effectivement, je comprends que le président ait essayé de ramener un peu ses joueurs sur le droit chemin. Ce soir, c'est des champions, j'ai aucune inquiétude. Quand on est coach et qu'on a une équipe qui joue avec des champions, il n'y a jamais besoin de parler de motivation pour les joueurs, parce qu'ils le sont toujours. La motivation, il faut leur en parler pour le match de championnat avant ou le match de championnat après. D'où la contre-performance à Saint-Etienne. Voilà. Rudy, juste une question. On parlait tout à l'heure de match plus facile pour Brest le premier match. Donc là, vraiment, au Sporting, dans une ambiance qu'on imagine terrible, avec, comme dit Manuel, une équipe qui reste sur 4 ou 5 succès consécutifs et surtout une dynamique et un jeu incroyable. Est-ce que c'est plus facile, enfin c'est plus difficile techniquement, mais est-ce que c'est préférable que d'aller tout de suite vers, comme disait Philippe, un match, un tour de chauffe avec une équipe relativement accessible? Est-ce que ça rajoute pas à la motivation? Je sais pas, Guy, j'aurais presque préféré que Lille joue une équipe sur le papier plus forte,
parce qu'il faut surtout pas sous-estimer Sporting. Ils font pas partie des grands pour l'instant de cette Ligue des Champions. Mais attention, j'espère que ça ne sera pas l'équipe surprise de cette compétition. On va avoir la réponse ce soir. Celui qu'il faudra certainement bien museler, c'est leur attaquant suédois Gyökeres qui a des stats pratiquement à la Erling Haaland. Donc non, je trouve que c'est un match piège pour le LOSC. Voilà. Mais comme l'a dit le président Létang, les grandes équipes ne perdent pas souvent d'affilée, et donc ce soir il faut montrer que le LOSC est à la hauteur de la Ligue des Champions. Rudy, le LOSC a quand même pris le gros lot, 4 anciens champions d'Europe dans ces matchs, le Real, la Juventus, Liverpool et le Feyenoord, et les 2 matchs suivants, c'est 2 chocs madrilènes, le Real à domicile, l'Atlético à Madrid. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le tour de chauffe, pour reprendre la formule de Guy, il va être de courte durée, hein. Et parce qu'après, il y a la Juventus en plus. Non, mais vraiment, ouais, effectivement, entre la réception du Real Madrid, d'aller à l'Atlético et de recevoir la Juve, là, les 3 matchs d'après, ils sont terribles. C'est pour ça que ce serait bien que ce soir, Lille prenne des points, voire gagne au Sporting. Ce serait important, même si dans cette Ligue des Champions, avant, on avait des matchs qui étaient prétendus faciles dans les premiers tours. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que les grosses équipes vont pas prendre un peu plus le temps parce que plus de matchs? Je ne sais pas, on aura la réponse plus tard. Pour l'instant, ce qui compte, c'est le match de ce soir pour le LOSC, et il faut vraiment tout faire pour revenir avec un résultat positif pour les clubs français, pour l'indice UEFA français, exactement, l'indice UEFA, mais aussi bien évidemment pour retrouver une dynamique positive pour le LOSC. Et justement, on parlait des clubs que affrontait le LOSC. Il y a aussi donc la Juve, on l'a dit, il y a Liverpool, il y a Bologne. Comment tu situes Lille par rapport à ses adversaires? Est-ce que pour toi, j'imagine que les 8 premières places vont être inaccessibles, mais est-ce qu'il y a une bonne chance, on va dire, d'être dans les 24, d'être barragiste? Comment tu situes Lille par rapport à ses adversaires et par rapport aux autres clubs? Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a l'opportunité d'être dans les 24, parce que sur 36 clubs, ça fera 12 équipes derrière. C'est possible, c'est faisable, même si effectivement le LOSC est un outsider dans cette Ligue des champions. Ils sont pas programmés pour aller jusqu'au bout, ça c'est sûr, mais ce serait magnifique déjà de finir dans les 24. Ce serait bien. Ça doit être leur objectif, ouais. Guy a une question, je crois. Non, je voulais remercier Rudy. Je pensais que vous terminiez. Mais il nous reste 3 minutes, hein, c'est bon, on a le temps. Hein. Non, écoute, je t'ai promis qu'on ne parlerait pas de ton avenir. Tu ne vas pas en parler, je vais tenir ma promesse. Je veux juste te dire que... C'est bien, on a les off de vos échanges. Tu manques au foot français, enfin j'imagine, et j'espère qu'on te reverra vraiment bientôt sur une pelouse d'un grand club, ça c'est sûr, mais en tout cas pour le cœur en France. Donc là, Rudy, il y a Guy qui vient de poser une question détournée à laquelle tu peux répondre ou pas, c'est-à-dire qu'il te laisse le choix. Tu vois, il a la politesse de ne pas l'imposer, mais... Je lui ai promis. Mais est-ce qu'un jour tu entraîneras Almeria? Je ne sais pas si ce sera Almeria, mais en Espagne, je l'espère, c'est une possibilité. Bien évidemment, un club français, pourquoi pas, parce que c'est mon pays, et de revenir en France, ce serait certainement bien aussi après mes expériences italiennes. Mais c'est vrai que de découvrir la Première Ligue ou d'aller dans un championnat et un football qui ressemble plus au mien, en Espagne, ce serait une opportunité que je voudrais saisir, même si ça a failli se faire cet été et que finalement ça s'est pas fait. Donc pour l'instant, ce que je souhaite, moi, c'est un projet motivant, d'un club en Europe. On verra si ça arrive bientôt ou pas. Rudy, quand on est entraîneur, c'est quoi les plus belles émotions? C'est gagner un titre de Ligue 1, par exemple, ou aller jouer, quand on voit les stades où va jouer Lille, aller jouer au Metropolitano de l'Atlético, dans les plus grands stades du monde. C'est quoi la plus belle émotion? L'émotion pour un coach, c'est de voir ses joueurs heureux, et pour qu'ils soient heureux, il faut qu'ils c'est beau. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, nous, c'est plutôt un bonheur par procuration quand on voit... Non, mais c'est vrai, c'est quand on voit nos joueurs heureux, donc ils ont gagné, on sait qu'on a fait on a bien fait notre boulot. Après, gagner des titres,
quand on est compétiteur, ça reste la chose la plus importante. Ce qu'il faudra surtout, je dis pas ça pour le LOSC, hein, mais pour les équipes qui sont peut-être pas présumées à gagner cette Ligue des Champions, quand on va jouer dans les grands stades que vous avez cités, on peut aussi gagner, on peut aussi faire des résultats. Donc il faut pas prendre le stade en photo, il faut le faire quand on a gagné avec le tableau d'affichage positif à la fin du match. Merci beaucoup. Le prono pour ce soir à Alvalade? Je ne sais pas. Je souhaite bien évidemment de tout mon cœur que le LOSC gagne, fasse un résultat, mais je dirais un partout. Un match nul serait pour moi déjà un bon résultat. Bon bah ce serait déjà pas mal. Merci beaucoup Rudy Garcia, ça a vraiment été un plaisir. Je t'embrasse, à bientôt. De t'avoir avec nous. Merci Guy Carlier, merci Emmanuel Galasso, merci Maxime Senna. On salue parce qu'il était avec nous notre ami Tonton Maurizio que vous retrouvez demain avec Yacine Kamadj et Pierre pour les vraies voix du foot du mercredi. Nous, on se retrouve demain 17h avec Cécile de Ménibus. Tout de suite, les clés d'une vie avec Jacques Pessis qui reçoit l'acteur Amaury de Crayancourt. À demain.